Salut YouTube, ici Pauline Léniaud, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode. Et mesdames et messieurs, pas n'importe quel épisode. On parle du 200e épisode. Le 200e épisode, la 200e conversation plutôt que j'ai pu avoir sur le podcast et sur cette chaîne YouTube. Et du coup, pour cet épisode, j'ai forcément voulu vous faire quelque chose d'un peu spécial, parce que quand même 200 épisodes, ça se fait pas si facilement que ça. Donc je me suis dit que j'allais avoir le plaisir, l'honneur de réinviter l'un de mes premiers invités, l'un des premiers qui m'a fait confiance à l'époque où je lançais mon podcast. Il n'y avait pas beaucoup d'écoute, il n'y avait pas grand monde qui me suivait, il n'y avait même pas encore cette chaîne YouTube. Et du coup, je me suis dit, je vais finalement rendre l'appareil à cette personne qui m'a tendu la main, qui m'a fait confiance à cette époque et qui en plus est une personne que j'admire énormément et qui peut d'ailleurs être admiré puisqu'il s'agit de nul autre que Frédéric Mazzella, qui a déjà été élu plusieurs fois entrepreneur de l'année en France, qui a créé l'une des premières licornes, Blablacar, dont vous connaissez certainement le nom. Et du coup, pour cet épisode, on n'est pas revenu sur le parcours de Fred, parce que ça, vous pouvez le faire en écoutant la première partie de notre conversation, à savoir le premier épisode qu'on avait fait ensemble. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment répondre à vos questions, vraiment répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l'entrepreneuriat, sur l'équilibre de vie personnelle-professionnelle, sur les doutes, sur la confiance en soi. Et je trouve que Frédéric a vraiment répondu avec énormément de sincérité, et je l'en remercie. D'ailleurs, à cette occasion, petit instant promo, j'en profite, Frédéric a sorti un livre cette année qui est un peu comme un MBA, si vous voulez, en version hyper synthétique, où vous allez apprendre des messages concrets. Ce livre s'appelle Mission Blablacar, c'est vraiment les coulisses du phénomène Blablacar qui a fait passer Frédéric finalement d'un inconnu total à une superstar de l'entrepreneuriat français. On va en parler dans cet épisode et j'espère de tout cœur qu'il vous sera le plus utile possible. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Frédéric Mazzella pour ce 200e. Salut Fred. Salut Pauline. Merci d'avoir accepté cette deuxième invitation. Ah ouais, après la première, je suis quand même revenu, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi non plus, surtout que ça fait quand même 4 ans cette histoire. Oui, c'est ça, mais on n'a pas changé. Non, on est juste un peu plus sympa encore, je crois. C'est ça, c'est les années un nous peu rendent plus de sage, plus en plus un peu plus sage sympa, aussi. Ouais. Fred, c'est pour moi un honneur de te recevoir évidemment. Notamment parce que c'est toi, mais aussi parce que c'est le 200e épisode de ce podcast, et donc je voulais. Oui. Je voulais pas le rater. Et moi non plus, et je voulais pas le rater en mettant une personne que j'admire beaucoup. Et je vois que cette fois, en plus, on est dans un cadre incroyable. C'est vrai que ça a changé. La dernière fois, c'était chez Blablacar, c'était pas mal non plus. Oui, c'est bien, mais là, du coup, je sens que j'ai franchi une étape. C'est ça, puisque tu le fais chez nous, chez Gemio. Fred, du coup, comme il y a ton nouveau livre qui est sorti il y a quand même très peu de temps, Mission Blablacar, ce que je te propose, c'est qu'on travaille un petit peu ensemble pendant cette heure. Je croyais que c'était une heure de détente. Non, pas du tout. Alors, on peut s'amuser un peu, mais tu vas devoir un peu bosser parce que t'as quand même pondu un sacré pavé sur l'entrepreneuriat. Et j'ai assez envie que les gens autour de nous, les gens qui nous écoutent, le lisent parce que tu as quand même mis beaucoup d'énergie. Tu m'en parlais juste avant qu'on commence. Donc, on va faire une espèce de FAQ géant. Je suis dans le cerveau de Fred Mazzella, le 101 de l'entrepreneur, comment vit ma vie d'entrepreneur pendant cette heure. Et donc, tu vas nous parler de ce livre, mais tu vas aussi nous parler de toutes ces années de travail, si ça te va. Très bien, je n'ai pas à réviser, mais je pense que... D'autant plus que j'ai demandé à mon audience énormément de questions et que donc j'ai vraiment plein de questions qui sont redondantes certainement avec le livre. Peut-être pour commencer, c'est un peu la base, mais qu'est-ce qui a fait après combien d'années ? 15 ans, on vient d'avoir 15 ans. Après 15 ans, ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ok, en fait, cette fois c'est la bonne, je prends mon stylo, c'est peut-être un peu vieille école le stylo, mais j'ai plus pris mon ordinateur je que prends mon stylo, clavier et j'y passe des nuits blanches et je trime sur ce sujet pour écrire un livre qui est un livre déjà référence en très peu de temps sur l'entrepreneuriat. Alors, c'est d'abord parce que au fur et à mesure des années, j'ai quand même accumulé du contenu qui était en réponse à des questions d'entrepreneurs. C'est-à-dire que comme je croise beaucoup d'entrepreneurs de par mes différentes activités, mes différents rôles, et puis que ma boîte mail est assez, mine de rien, ouverte. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui ont mon adresse mail. Mais d'ailleurs, je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est parce que je t'ai spammé, je t'ai envoyé un mail et t'as dit oui. C'est possible, mais du coup, tu l'avais eu comment ? Tu t'en souviens ? Non, je sais pas. Voilà. Je devrais te filer le tuyau, peut-être, comme ça tu saurais. Oui, c'est pas la peine. C'est bon, je reçois assez de mails. Non, mais donc du coup, je reçois beaucoup de demandes d'entrepreneurs qui veulent prendre un café avec moi pour me parler de leur projet et savoir si
par hasard, j'ai pas des réponses à leurs questions. Et donc, au fur et à mesure des années, j'ai pris beaucoup de café, mais après, Tu es quelqu'un de caféiné. voilà. Et donc après, j'ai processisé ou scalé, enfin je dis échelé d'ailleurs dans le livre, parce que je pense qu'il faut qu'on invente un mot C'est vrai, pour c'est scaler, horrible. parce que sinon, c'est les Québécois qui vont le faire. C'est les Québécois qui vont inventer un mot pour scaler en français. Donc moi, je propose écheler. Ça me va. Et donc du coup, ils auront bien raison, les Québécois. Pardon. Et donc du coup, en fait, j'ai fait des réunions tous les 2-3 mois avec 15-20 entrepreneurs. En leur disant, très bien, si vous avez des questions, je ne peux pas prendre 25 ou 30 cafés par semaine. Donc, venez dans 2-3 mois, et je leur envoyais une liste de questions-réponses, des sujets classiques qu'on me demandait, en leur disant, lisez les questions, et puis ensuite, on passera 2 heures ensemble. Si vous reste une ou deux questions, vous les poserez, mais essayez de ne pas poser les questions qui sont déjà dans la FAQ, Ouais. parce que sinon, on va perdre du temps. Et donc, au fur et à mesure des années, j'ai accumulé comme ça, et puis c'est devenu de plus en plus. Et puis donc, il y a un moment, je me suis dit, je vais écrire un livre. Je ne veux plus boire de café, je n'en peux plus. Je peux plus. Non, et donc du coup, je me suis dit, je vais tout mettre dans un livre. Et après, c'est poser la question de comment le mettre. C'est beaucoup d'enseignements, c'est beaucoup de contenu qui certes a un côté pratique, mais quand même a un côté assez théorique, hérité de toute l'expérience. Et quand j'ai discuté avec plusieurs éditeurs pour faire le livre, je me souviens d'une éditrice notamment, quand je lui ai dit que ma volonté c'était d'écrire un petit peu tout ce que j'avais appris, donc tous les enseignements, les méthodes, les trucs et astuces, mais aussi quelque chose d'assez sérieux en termes de contenu et assez dense. Elle m'a dit un truc, elle m'a dit, faites attention à ne pas faire un livre chiant. Et là, je me suis dit, ouf, elle a raison. Elle avait peur du fait que tu étais normalien, je pense. Peut-être. Mais du coup, je me suis dit, ah oui, elle a raison, il faut vraiment que je trouve un moyen pour réussir à diffuser tout ça, mais que ce soit très agréable à lire. Et donc est venue l'idée de faire plutôt un format avenant dialogue. Donc en fait, sur les 300 pages, tu en as 200 qui sont des dialogues, donc c'est très simple, c'est des questions-réponses. Donc j'ai écrit avec des co-auteurs qui sont Laure Claire et Benoît Rayet, qui eux sont des spécialistes des plateformes. Ils ont déjà écrit un livre qui s'appelle Plateforme Stratégie, justement, qui parle de la stratégie de développement de plateforme. Moi, l'histoire que je voulais qu'on raconte ensemble, c'était vraiment plutôt le parcours entrepreneurial, l'histoire derrière la création d'un service aujourd'hui utilisé par 100 millions de personnes dans 22 pays. Et donc voilà, il y a toute une partie très simple d'accès avec des questions et donc du coup des réponses très structurées. Il n'y a pas d'anecdote gratuite, c'est-à-dire que tout sert à quelque chose et tout sert est portable à d'autres expériences entrepreneuriales, du moins je l'espère. Et donc c'est un condensé de tout ce que j'ai pu rencontrer comme problématique, comme question que je me suis posée et la manière avec laquelle on y a répondu. Ouais, et avec les fiches pratiques à la fin aussi. Voilà, et à la fin, il y a des fiches pratiques. Alors là, c'est carrément le cours un petit peu plus. C'est clair. Il y a une vingtaine de fiches sur toutes les problématiques qu'on rencontre. Alors ça va être comment faire un bon produit, comment créer une bonne marque, comment aller à l'international, comment créer une bonne culture, comment trouver son modèle économique. Enfin, chez Blablacar, on a essayé 6 modèles économiques. Donc en fait, voilà, c'est un long parcours. Voilà, donc il y a plein de sujets comme ça qu'on ne peut pas ne pas aborder en tant qu'entrepreneur. C'est forcément des sujets qu'on va devoir, sur lesquels on va devoir réfléchir. Et donc, ce que j'ai fait, c'est des méthodes à base d'acronymes, parce que j'adore les acronymes. Petit côté geek, qui ressort. Ouais, voilà, faut bien que ça ressorte quelque part. Et donc, du coup, c'est, par exemple, comment progresser en apprenant, c'est la méthode stoïque. Tu vois, et donc ça, t'as les lettres du mot stoïque. Comment construire la confiance, c'est le modèle Dreams, ça qu'on avait développé avec Blablacar. Enfin voilà, donc et chaque lettre évidemment est un début de mot. Et donc voilà, ça permet de faire des petites méthodes. C'est un peu des SWOT analysis si tu veux, mais par sujet. Tu vois, la SWOT analysis, c'est l'analyse SWOT, c'est les strengths, weaknesses, threats and opportunities. Donc les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Mais ça, c'est pour une activité dans son ensemble. Moi, ce que j'ai fait, c'est des SWOT sur toutes les thématiques une par une, quoi. Là, voilà, la marque, le produit, l'international, le modèle économique. Et en les prenant toutes comme ça, on arrive à faire une sorte de checklist qui fait que quand on arrive devant le problème, on se sent déjà moins seul, on se sent avec une forme de structuration méthodique pour avancer vers une résolution qui va être notre propre solution face à la problématique qu'on a en face.
Alors, j'ai plein de questions pour toi parce que, comme je te disais, j'ai toute mon audience qui s'est jetée sur l'opportunité de se dire ah, mais on va avoir à distance un café avec Fred Mazzella. Et donc, mais on l'a échelé. Là, tu sais que d'ailleurs, par rapport au café, je m'étais dit bon, bah, une fois que j'ai écrit le livre, je vais avoir moins de demandes. C'est pire, évidemment. En fait, c'est pire parce que maintenant, les gens, ils lisent le livre, ils m'écrivent et ils me disent j'ai lu votre livre, est-ce qu'on peut prendre un café? Donc, messieurs, dames, ne demandez pas à Fred de prendre un café, mais par contre, lisez le livre et puis envoyez-moi vos questions. Je lui poserai ensuite, on fera une troisième. Avant qu'on commence avec les questions du public, moi, j'avais quand même une question. En toute transparence, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je vais le faire. Je voulais savoir quel est au sein de tous ces enseignements, de tout ce livre, en fait, de tout ce travail que tu as fourni, quel est, s'il y en a un, celui qui t'a le plus peut-être surpris, qui t'a le plus marqué? Est-ce qu'il y a vraiment, au final, tu vois, dans ce livre, un enseignement où tu te dis, les gens, il ne faut pas qu'ils passent à côté, c'est vraiment l'enseignement principal, en fait, que tu as envie de faire comprendre? Bah, je pense que c'est la notion du fait que l'entrepreneuriat est non seulement une construction, ça on le voit bien, mais aussi une découverte de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, et qu'on doit réagir en fonction de, évidemment, ses clients. Alors ça paraît extrêmement simple et évident, dit comme ça, mais on peut avoir des intuitions, c'est bien, c'est très bien, ça sert, et c'est bien d'en avoir plein d'ailleurs, parce qu'en fait, en général, il y en a 9 sur 10 qui ne marchent pas. Et c'est pas nous, l'arbitre, c'est pas nous, le juge de paix, qui décide si quelque chose marche ou pas. C'est véritablement les gens qui vont utiliser le service ou non, qui vont payer ou non. Et en fait, c'est une forme de reverse engineering, c'est-à-dire de compréhension à l'inverse du mode de fonctionnement du cerveau humain. Et ça, je trouve ça passionnant. En fait, construire un service qui fonctionne dans la société, c'est le rendre compatible, tout simplement, avec les gens qui vont l'utiliser. Donc en fait, il faut écouter beaucoup. Et donc le plus grand enseignement, je pense, de mon expérience entrepreneuriale et qui transparaît dans le livre, c'est de devoir être en permanence dans l'écoute, dans l'objectivité aussi, sur ce qui fonctionne, sur ce que toutes les personnes qu'on va pouvoir rencontrer pensent. Et ensuite, c'est à nous de décider la voie pour avancer, mais il faut dans tous les cas avoir beaucoup écouté avant de pouvoir prendre une décision compatible avec son environnement, avec la société, et donc faire un produit qui marche. Donc sentir les signaux faibles quoi, en permanence, ou faibles ou pas faibles d'ailleurs, mais les sentir en permanence, être un peu comme une espèce de je sais pas, de sonar, une sonde permanente. Ouais. Tu sondes sur... Et toi, Fred, cet enseignement, tu l'as ressenti, on sent que tu en parles avec presque un peu d'émotion, parce que tu estimes qu'à un certain moment, vous avez fait l'erreur justement de ne pas assez sonder, de croire. Tu sais, parfois quand tu es entrepreneur, tu dis non mais j'ai mon idée, il faut que je croie à mon idée, et du coup un peu fuck ce que pensent les gens, je le fais quand même, au bout d'un moment ça va marcher. Les mots comme tout est autorisé ici. Il n'y a pas de bip? Écoute, tu peux faire bip si tu veux, mais moi je le ferai pas. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, oui, effectivement, c'est une erreur ou un réflexe initial qui n'est pas souhaitable, de s'enfermer sur son idée, de se dire ah, j'ai vraiment envie de faire cette idée-là, et de ne pas en parler. Typiquement, d'ailleurs, j'en parle dans le livre sur le fait que les idées. En fait, il y a une citation de Victor Hugo que j'aime bien qui dit rien n'est plus fort qu'une idée dont le temps est venu. Bon, pourquoi? Parce qu'en fait, quand une idée est compatible avec son époque, en fait, il n'y a pas qu'une personne qui l'a, il y en a beaucoup qui l'ont. Et c'est très important de se rendre compte de ça, c'est-à-dire que quand on a une idée et qu'effectivement son temps est venu, elle va venir. Et après, le jeu, c'est de savoir si on est la bonne personne ou la bonne équipe pour exécuter cette idée-là. Et donc, du coup, ne pas partager l'idée, c'est se priver des retours, de l'écoute, de la construction, du mode de compatibilité de cette idée-là avec le monde qui nous entoure. L'idée toute seule, en fait, elle n'a pas de petites pattes, elle ne va pas réussir à évoluer dans notre société. Pour qu'elle soit compatible, il va vraiment falloir qu'on écoute tout le monde pour que tout le monde se dise « Ah oui, cette idée-là, elle est bonne, et d'ailleurs, je peux l'utiliser, et pour l'utiliser, après, ça devient extrêmement concret, il faut que je puisse faire ci, ça. » Et donc ça, c'est extrêmement important de partager l'idée pour la rendre compatible avec son monde. Alors, on attaque les questions du public. La première, c'est comment réussir à prioriser? Alors, cette question, je l'ai eue, mais je t'assure, des dizaines et des dizaines de fois.
En gros, c'est une question sur le modèle de prise de décision. Comment réussir à prioriser quand on a plein de projets, ce qui devait être votre cas quand en plus vous étiez en super fort développement, qui sont tous intéressants, qui sont tous alléchants, ou probablement en plus, peut-être des personnes à gauche, à droite qui te conseillent, qui disent « Ah non, mais il faut faire ça, non, mais il faut faire ça ». Est-ce que tu as élaboré à un moment donné un modèle de prise de décision qui t'a guidé, qui t'a permis de dire en fait, c'est dans ce cas-là, c'est comme ça que je dois choisir? En fait, ça rejoint. En fait, quasiment toutes les questions vont revenir au point où tu m'as demandé quel était l'enseignement principal. Ça rejoint l'écoute. C'est-à-dire que, typiquement, j'avais lu un bouquin qui s'appelle Rework, que tu dois connaître, et dans lequel l'entrepreneur expliquait comment il avait fait progresser son et ses produits pendant des années, simplement en appelant des clients, mais en ne prenant pas de notes. Tu appelles des clients, tu leur demandes qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas sur le produit, sur le service. Et surtout, tu prends pas de notes, parce que si tu prends des notes, tu vas commencer à noter 38 retours, puis après, tu seras perdu. Mais quand tu passes 10 ou 15 ou 20 coups de fil à 10 ou 15, 20 clients, en fait, tu n'as pas besoin de prendre des notes, parce que le truc évident, tu vas avoir la troisième ou la quatrième personne qui commence sa phrase à te dire « Alors, ce qui serait bien, c'est… » Tu dis « Non, c'est bon, je sais. Ouais, il manque ce truc-là. » Et en fait, du coup, ça te fait ta feuille de route. Et ça t'aide à prendre ta décision, parce que, en fait, statistiquement, d'où l'importance d'aller écouter plein de gens, d'où l'importance d'être connecté en permanence. Alors, c'est assez fatigant, parce que, tu le sais en tant qu'entrepreneur, mais on est connecté à un nombre de gens incalculable. Donc, en fait, il faut en permanence avoir évidemment ces canaux-là ouverts, mais aussi traiter toute l'information qui nous parvient par tous ces canaux-là, et y compris, du coup, quand on écoute évidemment au maximum les gens qui utilisent le service, mais ça aide statistiquement à prendre la bonne décision sur la base du fait que tu as 72% de tes clients qui t'ont dit qu'il manquait tel truc. Et là, tu te dis, bon, d'accord, c'est bon, j'ai compris, les gars. Et tu n'as pas besoin de le noter. Ouais. Donc ça aide beaucoup. Après, évidemment, parfois, il y a différentes méthodes de prise de décision, puis différents domaines dans lesquels tu dois prendre des décisions. Donc, en fait, dans tous les cas, il faut savoir ce qu'on ne sait pas. Et sur certaines décisions qui impliquent des contraintes techniques, et techniques, c'est pas forcément de la tech, parce qu'il y a de la technique évidemment en légal, il y a de la technique en administratif, il y a de la technique en marketing, il y a de la technique dans tout, mais c'est qui demande une sorte d'expertise. Il faut surtout réussir à s'entourer d'un maximum de gens qui sont passionnés de leur sujet d'expertise et qui ont l'honnêteté intellectuelle de dire quand ils ne savent pas, mais du coup, à l'inverse, quand ils savent, ils sont de très bons conseils. Le pire, pour le coup, à l'inverse, ce serait d'être entouré par des faux experts, c'est-à-dire par des gens qui sont censés être experts de leur sujet, mais qui n'osent pas dire quand ils ne savent pas, par exemple, et qui vont être du coup d'un mauvais conseil, parce qu'en fait, ils n'ont juste pas envie de perdre la face à te dire qu'ils sont censés être experts du sujet, mais qui ne savent pas. Donc en fait, il faut des gens à la fois passionnés par leur sujet et experts de leur sujet, mais avec l'honnêteté intellectuelle d'expliquer quand ils ne savent pas, et c'est OK. Enfin, tout le monde... Enfin, personne ne sait tout, et donc c'est OK de ne pas tout savoir. Par contre, c'est extrêmement important aussi de le dire quand on ne sait pas. Donc voilà, il faut bien s'entourer et bien écouter. Si on revient au point précédent sur l'écoute des clients, je trouve ça très intéressant parce que vous, la boîte, elle est toujours tellement importante en taille. Donc, il y a la partie statistique dont tu parles, les études, clients, etc. Mais est-ce que tu continuais, je ne t'avais jamais posé cette question, je crois, à toi vraiment aller voir des clients, parler à des clients, je veux dire vraiment en one-to-one, tu vois, le côté il se trouve qu'en covoiturage, c'est facile. Ouais. Moi, j'ai fait toujours un nombre incalculable de covoiturage. C'est génial. On a un produit qu'on peut utiliser. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne, si on peut, c'est d'utiliser au maximum son produit, parce qu'on se retrouve à ce moment-là avec la possibilité de non seulement avoir pensé le produit, mais aussi de l'utiliser et de le construire. C'est un de nos premiers principes qui disait « think it, build it, use it ». C'est vraiment les 3 cerveaux qui t'aide à construire un produit qui marche. Tu réfléchis à quelque chose, tu le construis, tu l'utilises. Et quand tu l'utilises, une fois sur 2, tu vois que ça ne marche pas. Mais voilà, parce que tu te mets à la place du client. Et donc, du coup, quand tu fais cette boucle-là, tu arrives à faire progresser ton produit. Mais de la même manière, on a, nous, la chance d'avoir un produit qu'on peut utiliser. Donc, quand on l'utilise, on a les retours des gens qui font du covoiturage. Donc, j'ai eu pas mal de cas dans lesquels où je faisais un covoiturage et puis je vais quand même pas mal halluciner quand tu te voyais débarquer. Mais non, parce qu'au début, de toute façon, les gens ne me connaissaient pas. Mais justement, alors, au début, ils ne me connaissaient pas, mais par contre, au bout de 3 quarts d'heure, ils disaient « Mais
tu sais parler d'autre chose que de covoiturage. Toi, tu m'as l'air quand même assez monothématique. Est-ce qu'on peut changer de sujet? Alors, j'étais obligé de leur dire, ouais, non, mais tu comprends, c'est parce que je voulais avoir ton retour vraiment complètement vierge sur ce que tu penses du produit. Donc, c'est pour ça que je t'ai parlé de covoiturage pendant 3 quarts d'heure. Mais oui, j'ai d'autres sujets, si tu veux. De conversation. Voilà. Et c'est vrai qu'une fois, comme ça, alors maintenant, ça m'arrive de me faire reconnaître, évidemment. Une fois comme ça, j'ai discuté avec quelqu'un, puis au bout de... Évidemment, on parle un petit peu de différentes choses un peu professionnelles, mais moi, j'essayais de pas dire, hein, tu vois, ce que je faisais. Puis à un moment, il me coupe, il me dit, non, mais c'est bon, je sais qui t'es, tu sais, je suis journaliste, je sais qui t'es. Bref, et une autre fois, il y en a un qui, quand je lui ai dit que j'avais créé Blablacar, il m'a dit, ah ouais, c'est ça, ouais, puis moi, je suis le pape. J'ai dit non, alors je sais pas si c'était le pape, je crois pas, mais bon. Donc oui, non, mais par contre, voilà, ça me permet quand même de discuter beaucoup avec les covoitureurs et de faire remonter des choses à améliorer, ouais, toujours. Clairement. Autre question pour toi, une question qui me parle aussi beaucoup. Comment est-ce qu'on peut bien juger de ce qu'on peut, de ce qu'on doit déléguer ou de ce qu'on doit conserver pour soi? Une question que tout entrepreneur se pose, puisqu'en général, au bout d'un moment, il ne peut plus tout faire tout seul. Ouais, il y a une catégorie très très simple. En tant qu'entrepreneur, on doit toujours être sur le, comment dire, la tête de pont, hein, quelque part, à explorer, à faire des choses différentes. Quand on commence à faire 3, 4, 5, 10, 12, 25 fois la même chose, on se trompe. En tant qu'entrepreneur, c'est pas notre rôle. Quand on a fait 10, 15, 25 fois la même chose, en fait, c'est qu'il existe un métier qui s'appelle faire ça. Et donc, notre rôle... Et qui sera bien fait par quelqu'un qui sait bien le faire. Et donc, notre rôle, c'est d'aller écrire une job desk, donc une description de poste, et qui explique ça, et d'aller recruter quelqu'un. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que moi, là, on est en train de faire un podcast ensemble, ça fait quand même 200 fois que je le fais, cette histoire. Oui. Et du coup, tu es en train de dire qu'il faut que je trouve un substitut. Mais d'ailleurs, je vois que tu t'y es préparé. Tu sais pourquoi? Vas-y, dis-moi. Tu te caches à moitié. D'ailleurs, on n'est pas sûr que ce soit Pauline Legnaud là, qui est juste là. Tu te caches à moitié, ce qui fait que pour le prochain podcast, d'ailleurs, c'est quoi le 201e, le 202e après, tu prendras quelqu'un d'autre, une brune, voilà, voilà, avec les mêmes cheveux, tu le mettras comme ça, et on ne saura pas que c'est pas Pauline Legnaud. Je note l'idée. Fred. Et là, après, tu scales. Je sais pas si l'audience va aimer, mais peut-être si j'ai bien délégué, après tout, pourquoi pas. Voilà. Très bien. Et puis peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, tu pourras même faire en sorte que la personne, quand elle parle, a la même voix que toi. Ça serait assez génial. Voilà. Et donc là, au niveau podcast, tu parles beaucoup dans le livre de développement à l'international, puisque vous avez quand même largement développé Blablacar à l'international. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à notre audience sur le développement international? Là encore, une question largement reçue sur les réseaux sociaux. En fait, il n'y a pas un seul international. Je pense qu'il y a plusieurs manières de faire. Enfin, c'est pas je pense, on en a fait beaucoup. Il y a plusieurs méthodes, il faut être prêt à toutes les essayer, en fait. C'est-à-dire que il y a ce qu'on peut appeler le mode acquihire, c'est-à-dire l'acquisition et recrutement. Quand tu veux t'étendre dans un nouveau pays, tu peux avoir déjà des équipes ou des équipes qui font déjà un petit peu la même chose que toi, qui sont en train de construire le même projet, le même produit, le même service. Et donc à ce moment-là, il peut y avoir quelque chose de très intéressant à se mettre ensemble. Donc, et surtout si ce sont de bons entrepreneurs ou de bonnes personnes pour pouvoir développer ce service-là. Et à ce moment-là, on fait une alliance et on s'arrange. Et à ce moment-là, tu as directement une équipe sur le terrain qui va faire grandir ton service. Donc nous, ça, on l'a fait beaucoup. On l'a fait dans beaucoup de pays. Après, tu as une option spin-off, c'est-à-dire une petite équipe de chez toi qui va pouvoir aller sur le terrain développer ton service. Et là, ils connaissent parfaitement ton produit, ta culture, et juste, ils vont aller développer le même service dans leur pays. Donc ça marche très très bien aussi. On l'a fait aussi pour beaucoup de pays. Et puis après, tu as un troisième mode qui va être le mode vraiment de recrutement en partant de zéro, local. Ça, c'est très très dur. Bon, je dirais que tu as un quatrième mode qui
qui est de gérer l'international depuis ton siège. Ça, c'est dur. Enfin, ça dépend des produits. Il y a des produits où c'est faisable, je pense, mais les produits de société comme Blablacar, je pense que c'est beaucoup plus dur parce que tu as besoin d'être en contact total avec le terrain, avec la société, plus que quand tu fais du B2B probablement, où en fait tu fais une solution technologique pour des entreprises, bon, bah, ça marche un petit peu partout. Mais si tu fais un service de société comme Blablacar, tu as besoin d'être en connexion avec la communauté et avec le pouls local, avec tout ce qui se passe dans le pays à ce moment-là. Et c'est mieux d'avoir des gens quand même sur place, surtout quand tu as des histoires de décalage horaire, parce qu'après, il y a ce problème-là aussi. Tu veux faire du service client en étant du Brésil à la Russie. Le problème, c'est que tu as un décalage horaire immense. Et donc, du coup, en fait, tu peux pas. Donc, il faut bien que tu aies des gens sur place dans tous les cas. Mais il y a aussi un autre mode où tu peux le faire à distance. Tu peux le faire à distance, ouais. Tu disais que le mode spin-off était un mode qui avait très bien fonctionné pour vous. Pourtant, je peux imaginer que quand tu as une culture très forte dans un nouveau pays, ces personnes-là, si elles sont français et pas de ce pays... Ah non, oui, pardon. Oui, ça implique qu'il faut avoir recruté des personnes de ces nationalités-là. C'est-à-dire que, typiquement, quand on a lancé en Allemagne, on avait 5 Allemands dans notre équipe, mais qui étaient en France. D'accord. Et dont les 3/4 sont partis en Allemagne au moment du lancement Allemagne. Ouais, d'accord. Donc en fait, tu allies un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'ils connaissent la culture donc, locale ça rejoint, et la tienne. effectivement, ça rejoint l'autre sujet que j'aborde dans le livre sur l'international, qui est qu'il y a 3 phases dans l'international. Il y a la préparation, c'est comme un saut. Il y a la préparation, il y a le saut, l'expansion, et puis il y a la réception. Il faut penser aux 3 phases. Il ne faut pas penser qu'on va juste sauter l'international. Non, parce que si on ne s'est pas préparé à sauter, on ne saute pas en fait. Ouais. Et si on ne s'est pas préparé à sauter, d'ailleurs, quand on a sauté, on n'atterrit pas bien. Donc, en fait, il y a vraiment ces 3 phases-là auxquelles il faut penser. Et dans la préparation, il faut préparer sa marque à l'international, il faut préparer son produit, il faut préparer son équipe. Si aucun des 3 n'est préparé, en fait, tu vas lancer une marque. Alors, si ta marque, déjà, elle ne marche pas à l'international parce que ton nom est trop français, bah, tu as perdu. Hein. Enfin, ça va être très compliqué. Si ton produit, il n'est pas prêt, si tu ne l'as pas préparé, c'est-à-dire que tu n'as pas fait en sorte que déjà il marche dans 2-3 langues, bon bah, ça va être dur. Donc ça demande beaucoup de préparation. Mais ça se pense longtemps à l'avance. Et de la même manière, si tu as une culture franco-française et que du jour au lendemain tu dis « Allez les gars, on va, je sais pas où, en Pologne », bah, en fait, tu vas y aller tout seul. Hein, parce que... Toi et ton baluchon, quoi. C'est ça. Vous, quand vous prépariez, alors donc il faut que tu aies des gens qui soient déjà dans une optique justement de globalisation, d'international, voire qui soient étrangers, évidemment, que tu as réussi à recruter, à avoir dans ton équipe qui est déjà pluriculturelle. Donc tu as quand même en fait une vision forcément assez moyen-long terme depuis le début, en te disant que tu vas recruter, en te disant à 2 ans, parce que le temps quand même, il s'acculture à ta boîte, puis que tu les envoies en Pologne, c'est un peu long quand même, j'imagine. Oui, bah, il faut y avoir pensé à l'avance. Alors après, tu n'es pas obligé d'avoir évidemment toutes les nationalités dans ton équipe. Enfin, il faut quand même avoir des gens qui ont une conscience de l'international et recruter, si possible, des gens qui parlent anglais, pour qui ça ne va pas être un problème le jour où ta culture va basculer. Parce que nous, quand on a commencé à avoir des Polonais, des Italiens dans l'équipe, bon, bah, tu es obligé de passer en anglais. Hein. Ouais. On n'est pas passé en polonais. Mais non, donc on a choisi l'anglais de manière assez pragmatique, étonnamment. Tu parlais, et c'est lié au développement international, du changement de nom. Et donc, Covoiturage est devenu, je ne me rappelle pas en quelle année, alors 2012 à l'international et 2013 en France. Ouais. Et en fait, moi, ce que je trouve assez fou, c'est, tu vas me dire, vous aviez les moyens, et voilà, mais c'est un bon nom, mais vous avez vraiment très bien réussi ce changement de nom, je trouve. Parce que, honnêtement, des boîtes qui ont changé de nom et dont on se rappelle forever de l'ancien nom, c'est quand même assez fréquent. Et là, pour moi, Blablacar, c'est fini. Enfin, je veux dire... Ouais, alors je pense qu'il y a plein de choses là-dedans. C'est le sujet la marque, qui fait d'ailleurs l'objet d'une fiche dans le livre. Hein, on va y revenir souvent. Mais donc non, effectivement, la marque, c'est un sujet crucial sur lequel on a énormément réfléchi. Moi, personnellement, ça m'a pris 80 nuits blanches à trouver un nom qui marchait partout. Et donc, il y a plein de méthodes pour trouver un nom qui fonctionne, et aussi un nom qui se mémorise bien. Ouais. L'aspect de mémorisation est très important. Mémorisation et écriture facile aussi. Il ne faut pas que les gens se demandent comment on écrit un mot qu'ils ont entendu. Donc en fait, il faut que ça passe par tous les canaux. Donc il faut que ton nom, quand on l'a entendu, non seulement il faut qu'il reste dans... Ça, c'est pour un service grand public, tu vois. Pour un service B2B, tu n'as pas du tout ces contraintes-là. Parce qu'en fait, les gens vont connaître ton produit tout simplement parce qu'ils ont été en contact avec des gens qui le vendent.
des vendeurs. Mais dans le cas d'un produit grand public, tu as plus cette contrainte-là. Évidemment, il faut que les gens se souviennent de ton nom quand ils l'ont croisé. Ça te fait économiser évidemment beaucoup d'argent en termes de marketing, puisque tu n'as pas besoin de répéter la marque par tous les canaux possibles pour que les gens s'en souviennent. Donc, il faut penser à une marque qui se mémorise, une marque qui se prononce et qui s'écrit dans toutes les langues. Enfin bon, voilà, il y a tout un tas de critères que tu peux aligner qui font que, du coup, quand tu changes vers mieux. Les cas de marques où tu te souviens de l'ancienne, c'est qu'ils ont changé vers moins bien. Donc là, c'est pas de chance. Donc il faut quand même s'assurer qu'effectivement, quand tu changes vers mieux. Après, techniquement, nous, ce qu'on a fait pendant, ça doit être au moins 18 mois, si c'est pas 24 mois. Sur à l'époque, notre URL principale qui était covoiturage.fr. On avait toujours covoiturage.fr, mais toutes les images, les logos, c'était Blablacar. Mais donc, si tu veux. Avant le changement de nom ? Non, au moment du changement de nom. On a gardé. Alors, il y avait les 2 URL qui fonctionnaient. Mais si tu veux, en termes de référencement, parce qu'on ne voulait pas perdre notre première place sur le classement naturel Google, tu vois. Et donc, du coup, on a conservé l'URL, mais on a affiché un nom différent. Et donc, puis après, on a beaucoup communiqué sur le fait qu'il y avait un changement de nom auprès de notre communauté. Après, la chance d'Internet, c'est aussi que généralement, quand tu es en contact avec tes clients, ta communauté, tu as les adresses mail de tout le monde, donc tu peux communiquer avec tout le monde. Tu peux leur expliquer un changement de marque. Un changement de marque, c'est pas comme quand Arthur Martin devient Electrolux et que du coup, ils n'ont pas les adresses mail de toute leur base et qu'ils sont obligés de faire des pubs qui coûtent très très cher pour dire à tout le monde, salut, on change de marque. Nous, on pouvait quand même communiquer directement avec tout le monde, y compris sur nos applications mobiles. Tu peux changer du jour au lendemain. Ok, je comprends mieux. Mais tu changes de marque, mais tu changes pas tout en même temps. Je te dis, tu vois, techniquement, on a gardé l'URL covoiturage.fr active pendant très longtemps. Ouais, d'autant plus que vous, en référencement naturel, ça devait être assez monstrueux. C'est ça qu'on voulait pas perdre. Tu m'étonnes. Et donc, en fait, quand on regarde les courbes de croissance de recherche du mot-clé covoiturage versus Blablacar au moment du changement de marque, c'est très clair. Il y a un moment, ça croise. C'est vrai, c'est bon. Les recherches covoiturage baissent et les recherches Blablacar montent. Puis après, quand tu estimes que... Je crois qu'on a changé quand le mot-clé Blablacar était 2-3 fois au-dessus du mot-clé covoiturage. Et à ce moment-là, on s'est dit, bon, c'est bon. C'est bon. On a fait la transition. Je voulais parler d'échelé, donc de scaling pour nos amis anglo-saxons qui nous écoutent. Quel serait, peut-être issu du livre, l'un des meilleurs conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui est déjà entrepreneur, qui a déjà sa boîte, tu vois, depuis quelques années, peut-être 5, 6, 10 salariés, 20 salariés, je sais pas, et qui veut maintenant vraiment appuyer sur l'accélérateur pour une croissance rapide. En gros, est-ce que tu as un conseil d'échelage, je ne sais pas comment on dit, pour les personnes qui nous écoutent ? Alors oui, il y a d'ailleurs toute une fiche sur le sujet qui s'appelle accélérer. Accélérer, ça veut dire penser à faciliter tout ce qui peut ralentir. Il faut identifier les freins et il faut les gommer. Donc en fait, l'accélération, c'est pas appuyer sur le champignon, c'est enlever les freins. Ouais, parce que quand tu commences, après ça dépend de ton service, mais quand tu commences à avoir une certaine traction, il y a une boucle positive qui se met en route. Non seulement ton produit marche de mieux en mieux parce que tu es quand même censé l'améliorer, mais en plus tu gagnes en crédibilité et puis tu gagnes en bouche à oreille. Donc en fait, tu finis par avoir une sorte d'aspiration. Et là, si tu veux vraiment profiter de cette aspiration-là, gain de crédibilité, gain de notoriété, amélioration de produit, il faut aller dégommer tous les freins sur la route. Donc ça veut dire parfois se refaire les parcours clients, parfois bien regarder en interne si on n'est pas, écouter toutes les personnes qui pourraient par exemple penser qu'elles font beaucoup trop de fois la même chose ou à corriger la même chose, et à ce moment-là se dire bon alors comment je vais pouvoir quelque part c'est un peu ça la puissance évidemment et puis la libération quelque part que les machines apportent, c'est qu'on n'est pas obligé de faire tout le temps la même chose, hein. Enfin justement les machines elles savent très bien faire tout le temps la même chose. Nous on a justement un cerveau qui nous permet d'être beaucoup plus créatifs, de faire des choses bien au-delà. Donc c'est ce qu'il faut faire, il faut faire en sorte que les machines fassent les choses les plus répétitives et donc elles les feront quand on y arrive, elles les font mieux et plus vite et 24 heures sur 24. Donc, tu veux, on ne peut pas lutter. Mais c'est pas grave qu'on ne puisse pas lutter sur tout ce qui est ultra automatisé, automatisable, puisque là où on peut lutter et où la machine ne peut pas lutter, c'est justement des activités qui intellectuellement, humainement, sont beaucoup plus intéressantes.
La plus haute valeur ajoutée. Tu aurais un exemple peut-être de quelque chose, soit en automatisation, soit d'un frein que vous auriez enlevé dans l'histoire de Blablacar qui te vient en tête? Oh, j'en ai un, mais c'est un peu. Enfin, c'est un passage obligé, mais tu vois, typiquement, quand tout le monde se créait des profils et qu'on a commencé à mettre la possibilité, évidemment, de mettre ta photo de profil, en fait, aller valider humainement à l'œil, ça prend du temps de valider les photos des gens. Et quand il faut les recadrer parce que c'est mal cadré, quand il faut écrire aux gens pour leur dire on prend pas trop, enfin là on te reconnaît pas sur cette photo donc ça marche pas. Ou bien quand il faut simplement refuser un coucher de soleil ou un chat parce que tu vois ça arrive, les gens bizarrement tu leur demandes une photo de portrait puis t'envoies une photo de soleil. Bon, et bien tout ça prend du temps et donc en fait tu es obligé d'aller automatiser ça au maximum, c'est-à-dire que quand tu as 10, 100, 500 personnes qui s'inscrivent par jour, bon encore tu peux gérer les photos et voir les recadrer toi-même. Moi je faisais du recadrage sur Photoshop au début, tu vois, enfin, tu vois le truc. Et donc tu passes 5 minutes par photo, un truc de fou. Et donc non, après tu fais tout, tu automatises au maximum parce que quand tu commences à avoir 50 000 ou 100 000 nouveaux inscrits par jour, comme ce qui est le cas sur Blablacar certains jours, avec 100 000 personnes par jour qui s'inscrivent, si tu passes 5 minutes par photo, ça ne marche pas. Ou si tu dois écrire tous les mails à la main, c'est pas possible. Donc, tu es obligé d'automatiser au maximum tout ce process-là pour pouvoir encaisser le volume quand ça monte. Parce que c'est extrêmement frustrant d'être freiné par le travail que tu dois juste fournir pour accepter un maximum de gens sur la plateforme. Après, tu prends du délai. Donc tous les processus de service client et tous les processus de validation de contenu ou de profil sont des très très bons exemples de nécessité d'échelage. Échelage, le mot, dis donc. Le mot est lancé. Il est lancé, là, c'est bon, on va faire le buzz avec ce mot. Une autre question, peut-être un petit peu plus perso, c'est la question de l'équilibre de vie pro-perso. Parce que quand on crée une boîte où on doit beaucoup écheler... Non, t'as pas le droit de joker. Ah bon. Je t'interdis le joker. Je veux tes réflexions sur ce sujet, savoir par quoi t'es passé. Non, mais franchement, Fred, il y a un moment donné où t'as dû bosser comme un chien pendant des années. Et c'est fatigant quand même de bosser comme un chien. Ouais, c'est fatigant, mais alors en fait, il y a plein de métiers qui sont très très fatigants. Il y a plein de métiers qui sont... alors il faut surveiller son sommeil, il faut surveiller sa santé, ça c'est sûr. Parce qu'effectivement, quand tu travailles 100 heures par semaine pendant 10-12 ans, ça use un peu quand même. C'est fatigant. Donc il faut quand même faut bien surveiller... son rythme, il faut écouter en fait tout simplement son corps parce que on est très très tenu en éveil par l'excitation du développement du projet en fait. Enfin, on peut beaucoup moins dormir parce qu'on est tenu en éveil par le projet lui-même et pas en plus quand ça commence à marcher et que ça fait des années que tu attends que ça marche. Je vais quand même pas rater ce moment-là. donc tu peux être complètement pris dedans. Donc il faut déjà écouter bien ça, faut bien dormir. Il faut penser à avoir tous les bons réflexes effectivement de recrutement. Faut recruter des personnes. Il faut comprendre que quand on recrute quelqu'un, les 2-3 premiers mois sont également difficiles parce qu'on est en transfert de connaissances. Donc on a l'impression de perdre du temps, on a l'impression de ne plus en avoir. Il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse de trop recruter. Parce que comme quand tu recrutes, tu prends du temps pour transférer des choses que tu faisais, tu n'as plus de temps, enfin tu as l'impression d'avoir beaucoup moins de temps pour faire autre chose. Ouais. Mais en fait, tu es quand même en train de vraiment construire solide, puisque tu es en train de transférer des process et des connaissances, et que du coup, tu te libères du temps pour la suite. Mais il ne faut pas se retrouver dans une boulimie de recrutement. D'ailleurs, c'est assez difficile quand des sociétés lèvent beaucoup d'argent, et surtout quand elles ont des équipes de management qui sont jeunes, parce que tu peux te retrouver dans une sorte de compétition interdépartement, à savoir, et toi, tu recrutes combien de personnes ce mois-ci ? Moi, j'ai 20 personnes, et j'en recrute 4 ce mois-ci, enfin voilà, et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que du coup, tu tombes là-dedans parce que, encore une fois, l'équipe qui absorbe les nouveaux a moins de temps pour faire ce qu'elle devrait faire, sauf qu'en fait, tu peux te retrouver à un moment où tu as trop recruté. Alors évidemment, trop recruter, c'est un autre problème, c'est très compliqué à gérer par la suite. Donc voilà, alors c'était pas ça la question. La question, je trouve que d'ailleurs tu as assez bien éludé ma question, tu es assez fort pour ça, mais je vais réussir. Comme c'est encore moi que j'ai pas encore délégué, je reviens à la charge. Tu nous montres, tu nous prouves.
Non, voilà. Bon, si il faut, moi, ce que j'ai vraiment, ce à quoi je me suis attelé, j'ai gardé au maximum tous mes copains, tous mes contacts, un bon contact avec ma famille aussi, parce que le problème, c'est que quand tu te mets à travailler vraiment beaucoup, tu peux te retrouver à t'isoler, tout simplement, à te retrouver dans ton monde, juste ta boîte, et puis c'est tout. Et ça, c'est pas bon à plein de niveaux. D'une part, parce qu'au niveau équilibre personnel, on devient soi-même quelque part une machine pour son activité. Donc, c'est aussi parce que humainement, on se fane un petit peu parce qu'on peut devenir moins complet. Donc, il faut garder au maximum le bon contact et les bons moments où on arrive à déconnecter avec ses amis et avec sa famille notamment. Donc ça, je pense que je l'ai beaucoup fait. Bon, il se trouve que de toute façon, moi j'adore les gens. Donc, et j'adore évidemment mes copains. Et donc, si tu veux, ça m'a aidé à plein de niveaux, non seulement à garder un équilibre de vie pro, vie perso, mais aussi à garder les pieds sur terre à plein de moments. Parce que si tu veux, pour eux, je suis Fred. Et quoi que ce soit qui m'arrive comme roller coaster de boîte, de start-up, de licorne, de je ne sais quoi, de trucs, pour eux, je suis Fred, je suis le même qui connaissent depuis 20 ans. Et ça permet de bien rester concret, ancré dans la vraie vie. Merci, tu vois, j'ai bien fait de ne pas t'autoriser le joker. Autre question de mental cette fois. Est-ce que tu as déjà vécu des moments de doute? Et si bien sûr. Et si oui, comment les as-tu dépassés? Est-ce que tu aurais des conseils ou en tout cas ton expérience personnelle sur comment tu as fait pour dépasser ces moments de doute qui t'ont certainement assailli sur ces 15 ans? Mais en fait, il y a le doute et il y a le stress. C'est quand même effectivement deux compagnons, on va dire, permanents. Je pense tous les jours, moi je doute tous les jours, j'ai toujours douté tous les jours. Je pense que c'est ça aussi qui nous force à réfléchir à la meilleure solution. Donc en fait, il faut accepter ça. Après, il faut accepter d'avancer avec. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'avancer avec des choses qu'on ne sait pas. Et puis, il faut prendre la meilleure décision sur le moment avec toutes les informations dont on dispose. Donc, en fait, notre rôle, c'est d'aller, encore une fois, écouter au maximum pour disposer du maximum d'informations qui nous permettraient de prendre la bonne décision. Et ensuite, en fonction de tout ça, de prendre la décision qui nous semble la meilleure sur le moment. À un moment, tu es quand même obligé de prendre un risque, quoi. Voilà. Et il faut accepter que tu le prends, et il faut accepter qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Et donc, donc il faut être conscient qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Il faut être conscient qu'il peut y avoir une perturbation, un chien dans un jeu de quilles qui va arriver, et en fait, on ne pouvait pas savoir. Il faut quand même avancer, parce que sinon, on s'assoit et on pleure, et puis on ne fait plus rien. Donc, il faut quand même bien avancer. Donc, le principal, c'est d'avancer sans avoir de regrets, c'est-à-dire sans avoir l'impression qu'on aurait pu faire autrement en allant chercher plus d'informations sur le moment. Donc, c'est OK d'avoir avancé dans une direction, de s'être planté, si au moment où on a pris la décision, en fait, on ne pouvait pas faire mieux que ce qu'on a fait, parce qu'on manquait des infos, et on ne pouvait pas les avoir. Et ça, on s'en voudra jamais, et juste on va changer de cap, et on dit c'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, on peut s'en vouloir quand on se dit tiens, j'aurais dû quand même aller vérifier ça, c'était pas non plus la mer à boire, c'était faisable, je suis pas allé chercher assez d'informations pour aiguiller mon choix, donc du coup j'ai fait un mauvais choix. Alors à ce moment-là, on se retrouve avec un regret, ça c'est embêtant. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Donc il faut écouter et il faut rassembler le maximum, synthétiser et accepter que la décision qu'on prend aujourd'hui serait peut-être pas celle qu'on prendrait dans, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, avec plus d'informations. Mais aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations, donc on fait avec ce qu'on a. Le doute, tu disais que c'est un compagnon, et je pense que tout entrepreneur, toute personne en fait a des doutes dans un domaine quel qu'il soit. Mais comme tu disais justement, en fait, il ne faut pas que le doute il nous paralyse et qu'il nous empêche d'agir. Toi, tu as déjà eu des cas quand même où tu as senti qu'il y avait un doute ou une hésitation ou une peur en fait tellement forte qui a fait que tu as mis beaucoup de temps à passer à l'action? Oui, alors typiquement, tu parlais du changement de marque tout à l'heure. Quand on a changé de marque, je peux dire, quand j'ai présenté Blablacar au board, tu devais bien flipper, ouais. Ouais, j'ai eu un petit moment de solitude, hein, quand même. Ils t'ont dit jamais de la vie Non, c'est marrant, il y a eu un silence. On dit c'est toi qui l'as trouvé?
Tu là, tu fais oui. En fait, au final, oui, mais. Et elle disait ouais, ça m'étonne pas. Et les Américains, ils en pensent quoi? Ouais, les Américains, ça les fait marrer. Ouais, je comprends. Ouais. Et non, bon voilà. Et à ce moment-là, il y a évidemment derrière enfin là, je parle du changement de marque, mais derrière cette volonté d'avancer dans cette direction-là, il faut l'avoir argumenté au maximum. Et justement, je le détaille beaucoup derrière, dans le livre. C'est pas un truc qui est apparu comme ça. Cette marque, justement, j'avais fait les tests de mémorisation, j'avais fait les tests d'écriture, je m'étais fait même toute une méthode pour trouver une marque qui marche, tu vois, que j'ai mis dans le livre aussi, avec 10 critères sur pourquoi une marque fonctionne. Et donc, rationnellement, j'avais construit quelque chose dont je savais qu'il allait marcher. Les gens, quand ils croisaient le mot Blablacar, ils l'oubliaient plus jamais. J'avais fait des tests de mémorisation où je leur donnais 30 noms. Et puis 3 semaines après, je leur disais, est-ce que tu te souviens d'un des noms dans la liste? Et là, c'était toujours Blablacar qui ressortait, quoi. Je me dis, bon, celui-là, une fois que tu l'as croisé, tu l'oublies plus jamais. Donc ça, c'est ce dont on a besoin pour une marque grand public. Donc en fait, j'avais rationalisé ce choix-là, qui paraissait compliqué. Et donc, ça m'a donné la confiance de dire à tout le monde, écoutez, je prends le risque, on y va, on va avec Blablacar. Puis si ça marche pas, vous viendrez m'en parler. Mais et donc, en ayant bien argumenté, bien cherché, bien documenté avant, j'étais plus confiant dans ma décision, alors qu'il y avait évidemment un enjeu énorme, beaucoup de doutes et beaucoup de risques. Mais malgré tout, malgré tu vois cette rigueur intellectuelle et tout le travail que tu avais fourni derrière, c'est quand même incertain et c'est quand même un tel enjeu de changement de marque que j'imagine que t'étais pas hyper serein, quoi. Non. Bah non, mais c'est là où tu fais confiance à la science. Eh bien, écoute, je note, je vais essayer de faire plus confiance à la science. Encore un autre, et peut-être la dernière question du public. Je sais que ça va te parler. C'est beaucoup de personnes qui m'ont dit ça met beaucoup de temps à démarrer. Beaucoup. C'est toujours plus long que ce qu'on croit. Bien sûr, ça va plus vite d'avoir l'idée que de la construire. Et ils me disent mais comment rester motivé, comment rester focalisé sur son objectif quand le démarrage, mais il est interminable. Et s'il y a bien une personne qui a quand même vécu un très long démarrage, si je me rappelle bien notre premier épisode ensemble, c'est toi. Et pourtant, après, avec le succès qu'on sait. Donc, comment tu as fait pour te dire non, mais en fait, quoi qu'il arrive, je continue, tant pis, je bouffe des pâtes tous les jours, mais c'est pas grave, je continue. Exactement, déjà, tu as donné une partie de la réponse. Faut être assez frugal. Parce qu'évidemment, si tu dépenses beaucoup et qu'en plus tu rentres rien en face, il y a un moment, tu es en situation de cisaillement et tu es en stress. Donc, il se trouve que j'adore les pâtes. Et c'est très bien. Je mange toujours. Voilà, c'est pour ça qu'on s'apprécie, Fred, je pense. Ça doit être ça. Et donc, c'est pour ça, du coup, que tu peux tenir assez longtemps en dépensant très peu. Donc, là, c'est déjà une bonne base. Si tu as des goûts de luxe, je ne conseille pas l'entrepreneuriat. Il vaut mieux plutôt être frugal, surtout justement pour passer cette phase initiale qui peut être, qui est toujours plus longue que ce qu'on pense. Voilà, donc ensuite, tu peux, pour te motiver, évidemment, il faut avoir la mission. Qu'est-ce que tu cherches à faire ? Faut te rappeler que tu as quand même envie de changer quelque chose dans le monde qui t'entoure. Et que quelque part, tant que ce monde ne portera pas le truc que tu veux lui apporter, tu ne seras pas satisfait. Donc en fait, il faut se poser la question de se dire, attends, si j'arrête, ça veut dire que ce que je fais n'existera pas. Et donc, est-ce que je serais satisfait ? Non, pas plus. Bon, alors je continue. Tu vois, donc ça, c'est aussi une manière de te motiver. Après, il y a, quand tu as la chance, même si ton produit ou ton service, il démarre, si tu as la chance d'avoir déjà 1 ou 2 ou 3 premiers clients qui utilisent, tu les appelles, ils vont te remonter le moral. Ils vont te dire, ah non, c'est bien ton truc, d'ailleurs, j'ai utilisé, tu vois, je suis content. Bon, là, après, ils peuvent aussi ne pas être contents, mais quand même, ça fait, ça fait du bien. Ça fait une preuve que des gens s'intéressent à ce que tu fais. Et qu'ils ont un intérêt à ce que ton truc marche mieux. Donc, ils vont t'aider aussi. Donc, c'est bien d'être en contact avec les premières personnes qui utilisent ton produit. Ça remonte beaucoup de morale. Voilà. Après, il faut se rappeler que, justement, c'est normal d'avoir des hésitations. C'est normal que ce soit long, c'est normal que ce soit dur. Après, la difficulté, c'est que il faut rester objectif quand même. Il ne faut pas non plus tomber dans l'acharnement.
Et il faut être capable de se rendre compte quand ça marche ou quand ça marche pas. Typiquement, et je parle beaucoup de ce sujet-là aussi dans le livre, sur le modèle économique, puisqu'on en a testé 6. J'ai eu la chance, alors, maintenant je vois ça comme une chance, de tester 6 modèles économiques. Je peux dire qu'à chaque fois que tu en testes un, tu te dis, bon alors, il va marcher celui-là ou il va pas marcher. En fait, ce qui m'a permis de voir qu'il existe 3 types de modèles économiques. Il y a les modèles économiques qui ne marchent pas. Il y a les modèles économiques qui marchent. Les deux sont très faciles à identifier. Par contre, il y a aussi un 3e modèle économique qui, lui, est horrible. C'est le modèle économique qui marchouille. C'est-à-dire que faut le pousser, quoi. Et puis, il marche un peu. Il marche pas bien. C'est la zone grise, quoi, un peu terrible. Voilà. Où en fait, t'oses pas le tuer parce qu'il marchouille quand même. Mais il t'aide pas beaucoup. Mais quand ça marche, est-ce que celui qui marche, il marche vraiment? Donc en fait, là, tu le vois tout de suite. Ouais. Donc en fait, quand ça marchouille, c'est que ça marche pas en vrai. C'est là où c'est dur. Ça, c'est le rôle d'entrepreneur de tuer le truc. C'est là où le constat est très, 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 très difficile de se dire, bon, ça, c'est un modèle économique qui marchouille, égale marche pas. Donc, il faut trouver autre chose. Donc, voilà. Mais pour avoir vu toutes les sortes de modèles économiques vraiment de près, effectivement, quand il marche, ça se voit. On va passer à mon crible maintenant, Fred, parce que je te tiens quand même la jambe depuis un moment. Puisque je ne t'avais pas posé la question, j'ai vérifié lors de notre première interview. Ouais. Et les questions qui ont été développées par la suite. C'est ça, exactement. C'est mon échellisation du podcast. D'ailleurs, on est passé en mode industriel. Quel est le ou les grands échecs ou le grand moment de doute que tu as vécu dans ces dernières années, dont tu pourrais nous parler? Et surtout, quel est l'enseignement qu'il t'a appris? Attends, je vais te le refaire. Parce que l'enseignement qu'il m'a appris. Alors, quel échec déjà? Alors, tu vois, tout ce qui est justement devoir changer de marque, devoir changer de modèle économique, recruter, parfois laisser partir des collaborateurs. Enfin, tu vois, t'apprends beaucoup dans toutes ces phases-là. Et en fait, l'enseignement, c'est de garder justement l'après, la mission, ce qui doit être fait pour justement se redonner de la vision et du courage sur ces étapes difficiles. Et pas passer trop de temps, encore une fois, si on n'a pas de regrets, parce qu'on a pris les décisions qui nous semblaient les meilleures sur le moment, c'est plus facile. Là où c'est plus difficile, c'est quand on se dit j'aurais pas dû faire ci, faire ça, maintenant faut que je répare comme ci, comme ça. Ça, c'est extrêmement difficile comme échec parce qu'on est tenté d'aller revisiter le passé et de s'y embourber un peu en plus. Voilà. Quand justement tu as progressé à chaque fois, à chaque étape en te disant j'ai fait le max, j'ai tout essayé, j'avais toutes les informations disponibles à l'époque et j'ai fait cette décision-là, ça n'a pas marché, à ce moment-là, tu es beaucoup moins tenté d'aller revisiter le passé. Et donc, tu es beaucoup plus tourné vers le futur. Et donc ça permet, de la même manière, on a un principe chez Blabla qui dit « Never assume, always check ». C'est-à-dire ne suppose jamais, vérifie toujours. Ça rejoint, tu sais, ce que je te disais sur quand tu dois aller prendre une décision, tu vas aller vérifier effectivement tes hypothèses. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir fait des hypothèses que tu n'as pas vérifiées et d'avoir basé ta décision sur ces hypothèses-là qui, in fine, étaient fausses. Donc, tout ça, c'est un petit peu lié. Je pense que tu digères beaucoup mieux tes échecs quand tu sais que tu as fait de ton mieux. Voilà. Si tu as quelque chose à te reprocher parce que tu n'as pas bien fait ton travail en amont d'identification de tous les paramètres qu'il te fallait connaître pour prendre la bonne décision, tu vas être tenté de regarder derrière, alors qu'en fait, en cas d'échec, il faut vraiment regarder devant, il faut même regarder très loin devant. Écoute, excellente réponse. Est-ce que y a quelque chose, si tu pouvais le refaire, que tu referais différemment dans ta vie pro, perso? Pas grand-chose, parce qu'en fait, moi j'ai adoré, et puis j'adore le chemin. Tu vois, on dit
on dit la vie n'est pas une destination, c'est un chemin, c'est une route. Ouais. Enfin, j'essaie de traduire en live, life is not a destination. Enfin, moi, je l'ai en anglais, mais en fait, ce qui compte, c'est vraiment le chemin. Et moi, j'ai adoré le chemin. Donc, en fait, quand tu me demandes si j'ai envie de faire quelque chose autrement, je te dirais, bah non, ce serait une autre vie. Alors, bah, ce serait pour quelqu'un d'autre. Moi, c'est mon parcours, c'est ma vie à moi. J'ai fait des erreurs. Bon. Alors après, techniquement, on peut peut-être dire, oui, il y a des fois j'ai perdu du temps parce que, enfin, j'aurais pu aller plus vite. Évidemment, des fois, quand tu t'es planté, tu te dis toujours, enfin, J'aurais pu prendre techniquement, la décision, bah, j'aurais pu aller si plus j'avais vite. pris une Bon. autre décision, ça serait allé plus vite. Enfin, si j'avais pris à Ouais. gauche et de prendre à droite, ça marchait mieux. Enfin, bon, bah voilà, mais tu savais pas. Donc, mais c'est pas grave, j'ai pris à droite et puis, puis ça m'a plu. Je me suis amusé. Donc non, il n'y a pas grand-chose que je referais différemment. Après, techniquement, on peut analyser des choses qui auraient fait que on aurait fait moins d'erreurs, mais bon, Tu les changerais pas. non, ouais, elles font partie du parcours. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? De bien s'entourer. Est-ce qu'il y a une maxime? Est-ce qu'il y a une citation? Est-ce qu'il y a des paroles, tu vois, des mots de sagesse qui te parlent, qui t'ont peut-être soutenu aussi dans les moments où justement tu étais dans le doute ou quand tu as dû t'accrocher pendant les premières années ou plus tard, hein, peu importe, mais ouais, une citation qui te plaît particulièrement? Il y en a plein. Il y en a plein. Alors, il y en a une que j'adore par-dessus toutes, c'est une citation de Galilée qui dit Je n'ai jamais rencontré d'homme qui n'avait rien à m'apprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a tout là-dedans. Il y a à la fois la découverte de l'humain, il y a à la fois l'humilité de comprendre qu'on ne sait pas tout, et il y a le côté apprendre. Enfin bon, il y a tout. Donc ça, pour moi, c'est la plus belle citation humaine. Après, il y en a plein d'autres, tu vois. Même Bono qui dit le monde n'attend qu'une chose, c'est que tu le façonnes pour toi. Donc vas-y quoi. Tu prends en anglais en plus c'est tout. Oui, l'anglais, ils sont to bons en hammer it général. into shape. Et to Ouais, hammer le into shape, façonner. c'est façonner à coups de marteau quoi. Tu vois, c'est à toi de construire le futur. Et le futur est malléable. Donc déjà ça t'aide aussi. Voilà, il y en a d'autres. Il y a aussi Victor Hugo qui dit je m'intéresse au futur parce que c'est bien là que je compte passer mes prochaines années. Tu vois, voilà. Enfin, on va pas s'intéresser beaucoup au passé, à part pour en retenir les bons apprentissages. Hein. Ça sert à ça, tout ce qu'on fait en tant que société comme travail historique. Mais après, notre rôle, c'est de vivre dans le présent et dans le futur. Parce que c'est bien là qu'on va passer nos prochaines années. C'est vrai. Voilà. Une croyance, une idée reçue qui n'est pas partagée, qui est même controversée. C'est-à-dire que tu constates que le monde n'est plutôt pas d'accord avec toi sur un point. Je te donne un exemple. Très régulièrement, j'ai eu sur le podcast des personnes qui m'ont dit il y a une espèce d'idéologie ambiante selon laquelle la France notamment va à volo et moi je ne crois pas ça, ou le passé c'était mieux, ou enfin plein de cas de figure comme ça dans lesquels les gens me disent moi je ne crois pas à ça, je pense que plutôt l'avenir est positif et j'ai de l'optimisme. Ça peut être ce genre de choses. Donc en fait, si tu veux, une croyance que tu lis dans les médias, que tu vois autour de toi et tu constates que tu n'es plutôt pas d'accord. Je sais pas exactement ce qu'on appelle une croyance. Ouais, enfin, alors pour le coup, moi j'en ai une, c'est que l'optimisme aide à soigner à peu près tout. C'est-à-dire que déjà, quand tu as envie que ça se passe bien, généralement, ça a plus de chances de se passer bien que quand tu n'as pas envie. De la même manière que la moitié de la réussite, c'est l'envie de réussir, et l'autre moitié, c'est d'y travailler. Je pense que la manière de corriger ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est de croire qu'on peut le corriger. Et l'autre moitié, c'est d'y travailler. Donc voilà. Et parfois, il y a aussi une tendance que je vois où quand justement on exprime c'était mieux avant, ou alors quand on a des mécanismes qui veulent nous maintenir artificiellement dans des méthodes passées, alors que le monde a évolué, je me dis qu'il y a un manque de réalisme sur le fait que le monde a changé, le monde a évolué. Tu me parlais des citations tout à l'heure, il y en a une autre d'Héraclite qui est la seule constante, c'est le changement. Quand tu as assimilé celle-là, déjà, qui est pas petite, tu vois que non seulement effectivement tout change tout le temps, c'est ça la constante, et que du coup, vouloir la même chose
qu'il y a 10, 20, 30, 50 ou 100 ans, alors que tout le reste a changé, bah c'est irréaliste. C'est de la folie, ouais. C'est pas, voilà, c'est pas compatible. Donc du coup, quand il y a effectivement des gens qui émettent des volontés sur une forme de statu quo ou de retour en arrière, t'as envie de leur dire, bah ouais, mais ce serait le seul truc qui reste derrière alors, hein, parce que tout le reste est devant. Donc ce serait complètement anachronique, et donc c'est impossible. Et donc en fait, tu te dis, bon, bah, il faut voir, faut être réaliste, les choses ont changé, donc de toute manière, le reste doit changer aussi. Voilà, alors je sais pas si c'est une croyance. Après, on peut parler des extraterrestres. Non, je sais pas, c'est pas ça. Non. Enfin, on peut parler Non, des je sais pas, extraterrestres statistiquement, aussi. je trouve impensable qu'on soit les seuls dans l'univers. Donc je pense que. Ouais, je vois pas comment c'est possible qu'on soit les seuls dans l'univers. Donc je pense que les extraterrestres existent, oui. Bah, et tu penses que c'est pour bientôt ou pas le... Je sais pas, je pense que. Alors si on rentre là-dedans, la Vas-y. théorie, s'ils existent, ils sont pas au même stade de développement que nous. Bah oui, a priori. Ils sont soit très en arrière, soit très en avant. Enfin, il y a très peu de chances qu'ils soient, tu vois, en 2022, quoi. Hein, ils vont être en, je sais Ouais. pas, en moins 3 millions Ouais. ou en plus 12 milliards. Mm. Donc du coup, on sait pas bien à quoi ils ressemblent. Parce que tu vois, si tu nous projettes, nous, 2022, tu rajoutes 3 millions d'années, Bah ouais. je sais pas bien ce qu'on saura Non. faire, tu vois, en l'an 3 millions 2022. Et donc, je me dis, bah, ça se trouve, Ils sont déjà là, en fait. puis voilà, ils sont capables d'être là sans qu'on les voit. Ouais. Hein, parce que, je sais pas, peut-être ils ont inventé un mode de vibratoire qui fait qu'on les voit pas. Mais eux, ils savent tout. Voilà. Ou alors, ça, c'est la version s'ils sont plus avancés que nous. Après, s'ils sont moins avancés que nous, voilà, c'est une autre forme de vie. C'est à nous de les découvrir. Une dernière question pour toi, Fred. Enfin, même 2 dernières questions. Est-ce que tu as un message tout simplement que tu veux partager? Ça peut être sur le livre, ça peut être quelque chose que tu veux partager avec l'audience du podcast qui est une audience fan de toi, mais au-delà de ça, d'entrepreneuriat, de développement personnel, quelque chose que voilà, on n'a peut-être pas abordé, que tu as envie de souligner. Oui, je pense que ça transparaît un petit peu dans les propos, mais c'est que tout est possible quand on en a envie, quoi. Voilà, donc si on a vraiment envie de faire un truc, il faut le faire. Enfin, de toute façon, la vie est courte, hein, c'est-à-dire que il faut pas avoir de regrets. D'ailleurs, il y a, alors évidemment, comme je parle de tellement de trucs dans le livre, à chaque fois, j'ai l'impression, ouais, j'en parle aussi dans le livre, mais c'est le concept d'urgent et d'important. Il y a des choses dans notre vie dont on sait qu'elles sont importantes, et pourtant on les repousse. Et on se laisse submerger par les choses urgentes. Parce que les choses urgentes ont une tendance boulimique à totalement accaparer notre agenda. C'est infernal. Et donc tout ce qu'on met dans l'agenda, généralement, c'est des trucs qui sont urgents. Et on met pas trop de trucs importants. Et notre rôle, je pense, c'est de réussir à transformer l'important en urgent pour n'avoir aucun regret plus tard. Et c'est une belle alchimie parce qu'on arrive à transformer l'important en urgent parce que on va mettre dans l'agenda, on va bloquer. Tu vois, 2 heures, 3 heures, 2 jours, 10 jours peut-être même, dans l'agenda, et on va marquer la chose qui nous semble importante et qu'il faut réussir à faire. Et à ce moment-là, cette chose-là qui est importante va devenir urgente, au même titre que toutes les autres qui voulaient de la place dans l'agenda. Mais là, il n'y en a plus. Là, c'est trop tard. Là, ce créneau-là a été bloqué pour les choses importantes. Mais si on ne le fait pas, nous, de manière proactive, en fait, on se laisse bouffer par toutes les choses urgentes et on ne fait jamais ce qui est important pour soi. Donc voilà, s'il y a une chose justement importante à dire en fin de ce podcast, c'est que l'important, c'est de réussir à transformer l'important en urgent. Bah écoute Fred, c'est un merveilleux mot de la fin. Malheureusement pour toi, j'ai toujours une dernière question. Et cette dernière question, Colombo en fait. C'est Colombo, c'est ça ne Pauline s'arrête jamais. Colombo. Ça ne s'arrête jamais. Mais cette dernière question, je ne l'avais pas posée et en fait, ça me titille. Cette dernière question, c'est est-ce qu'il y a un livre, parce que je suis quand même, moi, littéraire de base, donc est-ce qu'il y a un livre, au-delà évidemment du tien, mais un livre qui t'aurait particulièrement marqué, qui t'a inspiré? Ça peut être de la physique, ça peut être ce que tu veux. Ce n'est pas forcément un livre que tout le monde va lire, mais un livre Oui, qui, parce que toi... la théorie de la relativité, c'est bien, mais c'est peu pas digeste. accessible à tout le monde. C'est sympa. Mais est-ce qu'il y a un livre qui t'a un peu façonné, quoi, qui t'a fait Alors, c'est pas la même question. Parce que là, moi, j'ai parlé plutôt d'un livre que je suis en train de finaliser, que je trouve vraiment très bien, parce il mixe à la fois, évidemment, des grands enjeux actuels et
des grandes réflexions et en même temps un format extrêmement accessible, didactique, pédagogique, qui est Le Monde sans fin là, de Jean Covici, qui est sous forme de BD. Donc c'est alors je dis ça, mais en fait en même temps il est en rupture de stock partout et on peut pas se le procurer. J'ai réussi à en avoir un exemplaire et effectivement c'est magnifique parce que bon, Jean Covici il est très évidemment très articulé, très renseigné, très passionné d'un sujet qui pourtant est extrêmement lourd, hein. Enfin, tu vois le changement climatique et tout, enfin, ça nous oppresse un petit peu tous et on a envie d'agir pour. Et en même temps, il reste très factuel et il aborde quand même le sujet avec humour. Et donc là, c'est une manière vraiment de réussir à parler de manière très grand public. Je crois qu'on est quasiment à 200 000 exemplaires vendus de ce bouquin-là. Enfin, c'est incroyable. C'est une grande BD qui explique beaucoup de choses sur déjà le fait que bon, on est en mode de surconsommation d'énergie. Enfin, ça, c'est pas un scoop. Mais en fait, qui explique pourquoi, comment, et puis aussi comment on peut faire pour éviter le pire. Donc voilà, je conseille cette lecture-là parce que je pense que c'est extrêmement utile et constructif qu'on s'empare tous du sujet parce qu'en fait, par rapport à cette problématique, notamment de changement climatique, on passera tous ou on passera pas. Je suis quand même obligée de te poser une vraie dernière question. Mais tu m'as tendu une perche. Tu m'as dit, oui, c'est pas la même question. Ça veut dire qu'il y en a un autre qui n'est pas sur la même question exactement, qui est le livre qui t'a façonné. Façonné, je sais pas. Pas façonné, mais qui t'a particulièrement ému, marqué quand tu étais plus jeune, tu vois. Il y a L'Enfant de Jules Vallès. À l'époque, je me souviens, ça m'avait bien marqué ça. Après, oui, il y en a plein, tu vois. T'as Ravage de Barjavel, t'as Le meilleur des mondes de Huxley, t'as je sais pas, Romain Gary aussi. Enfin, voilà, t'as oui, il y a plein de gens, je sais pas, Michel Strogoff. Enfin, je veux dire. Jules Verne. Jules Verne, l'histoire de Michel Strogoff. Je sais pas, non, voilà, il y en a plein, quoi. Enfin, tout un tas de bouquins. Je sais pas, là, comme ça, qui m'est vraiment marqué, façonné, c'est beaucoup, hein. Ouais. Mais peut-être pas. Voilà. Ou Une vie de Maupassant aussi. Tu nous as donné plein de conseils de lecture et je t'en remercie. Pour terminer, donc, Mission Blablacar, on le retrouve partout, chez tout libraire. C'est aux éditions Erol. Si on veut le commander, ça peut se passer sur le site d'Erol. Ça peut se passer. Je suis très heureux d'ailleurs que ce soit chez Erol parce que c'est vraiment une maison d'édition qui allie la proximité avec tout le monde étudiant et quand même faire avancer des sujets scientifiques sur pas mal de directions. Donc je suis très heureux que Erol ait pris Mission Blablacar sous son aile. Merci à toi d'avoir accepté cette deuxième invitation et peut-être dans 4 ans pour une troisième. C'est ça. Pour la 300e ou la 3 millième, tout dépend. Écoute, si je délègue avec ma nouvelle, si tu peux acheter une perruque, tu vois. Voilà. Si j'échelle avec une perruque, peut-être qu'on se reverra plus en fait, du coup, puisque je ne serai plus là. C'est ça. Peut-être. À bientôt, merci Fred. À bientôt.